Merci beaucoup et je vais donc passer immédiatement la parole à François Alla pour sa présentation sur l'hôpital, acteur de prévention. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Geneviève, dans sa présentation, a donné un certain nombre d'éléments clés que je vais essayer de préciser ou de prolonger sur les enjeux, justement, pour l'hôpital, comme l'a dit avec le terme de Geneviève, de s'engager dans le virage préventif qui est actuellement promu par la politique de santé au niveau national. Comme souligné par Geneviève, vous savez que la stratégie nationale de santé a fait l'objet d'un décret tout récent, du 29 décembre dernier, et qui a fait de la prévention sa priorité avec un certain nombre d'éléments, et très en ligne avec la direction qu'avait donnée notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, en Conseil des ministres, c'était fin août, et qui avait fait une communication spécifique sur les enjeux de la prévention et de la promotion de la santé, avec plusieurs axes, des axes de promotion de la santé sur les territoires, la santé dans toutes les politiques, mais aussi un très fort engagement sur la place du système de santé et la place du système de soins dans la prévention. Et c'est bien sûr là-dessus que je vais c'est la question que je vais plutôt aborder, c'est justement dans cette stratégie nationale, comment se situe le système de soins en général et bien sûr l'hôpital en particulier. Donc, Geneviève a un peu abordé ces sujets. J'avais peur qu'elle dise tout, mais bon, j'aurai encore 2-3 petits éléments de précision à rajouter sur pourquoi ce virage préventif et pourquoi cet enjeu. Donc vous le savez, vous connaissez les constats généraux, je vais passer vite. C'est que d'une part, la France a un système de santé qui est régulièrement cité en exemple. Il y a encore eu tout un dossier spécial du Lancet l'an dernier qui en a parlé. Cité en exemple pour l'accès et la qualité des soins, avec des résultats extrêmement favorables, notamment par exemple l'espérance de vie à la naissance, l'espérance de vie à 65 ans, qui est une des meilleures au monde, notamment pour les femmes, mais avec des faiblesses particulièrement importantes. La mortalité prématurée, Geneviève l'a souligné, c'est 20% des décès en France. Et quand on regarde sur les indicateurs sur la mortalité évitable par la prévention, c'est-à-dire liée à des facteurs connus, vous voyez que la France, malheureusement, se classe en tête en Europe pour les hommes et troisième en Europe pour les femmes. Donc, on est extrêmement mal classé sur ces indicateurs qui sont des indicateurs directement liés à la prévention. Deuxième indicateur directement lié à la prévention, ce sont les inégalités sociales et territoriales de santé, avec ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire une mortalité beaucoup plus forte en fonction de la catégorie sociale, notamment pour les catégories sociales les moins favorisées. Enfin, là, par exemple, l'espérance de vie, et là, je ne suis pas sur des questions de précarité. Là, je suis parmi les personnes incluses, parmi les personnes qui travaillent, parmi les personnes qui gagnent leur vie. Vous voyez qu'entre un cadre et un ouvrier, il y a 6 ans de différence d'espérance de vie, qui est un écart majeur et qui est un écart qui a plutôt tendance à augmenter au cours des 20 dernières années et pas du tout à se réduire. Et la double peine, c'est que non seulement il y a une différence d'espérance de vie, mais aussi une différence en termes de qualité de vie, d'espérance de vie en bonne santé, et une différence qui est extrêmement importante chez les hommes comme chez les femmes, et avec un gradient social très fort. Donc je vais citer le Haut Conseil de santé publique, donc pas celui de Linda Cambon d'aujourd'hui, mais le Conseil qui était dirigé par Roger Salamon, qui avait fait un très gros rapport d'évaluation des objectifs de santé publique, des 100 objectifs qui avaient été fixés. Et pour vous dire, sur 17 objectifs mesurables portant sur les facteurs de risque, le tabac, l'obésité, l'alimentation, les vaccinations, enfin un certain nombre autour de la prévention, seuls 3 avaient été atteints. Donc c'était pas forcément une réussite, et c'est un euphémisme. Et globalement, quand on regarde et quand on se compare aux autres pays européens, la France se situe dans une position de moyenne à défavorable sur la plupart des facteurs. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est très lisible pour vous. Donc c'est un schéma. Donc en vert, c'est les 20% des pays les plus favorables, en rouge, des plus défavorables. Et bien sûr, vous avez tout le gradient pour un certain nombre de facteurs. Et donc, les points, c'est où se situe la France. Donc, si je prends par exemple
En rouge, c'est-à-dire où la France est dans les 20% des pays à la situation la moins favorable, on avait tabagisme des jeunes de moins de 15 ans, consommation de cocaïne des jeunes adultes, cannabis, activité physique des enfants de moins de 15 ans, tabagisme des adultes, consommation d'alcool, etc. Donc il y a quelques indicateurs qui sont plutôt favorables dans le domaine nutritionnel, mais qui sont liés pas à la politique de prévention, mais au modèle classique nutritionnel et de mode de vie français, qui est plutôt protecteur. Mais quand on regarde globalement, la France se situe dans les 20 ou dans les 40% des situations les moins favorables. Ce qui veut dire en miroir, et c'est le côté, moi je suis optimiste, c'est qu'il est possible de faire mieux. C'est que très clairement, les pays voisins arrivent, que ce soit en termes de tabac, de vaccination, de nutrition, d'activité physique, à des résultats très bons, en tout cas meilleurs que celui de la France. Alors c'est important, dans le dernier rapport là, publié l'an dernier, enfin, en 2017, en septembre 2017 par le Lancet là, sur la collaboration sur le Global Burden of Disease, donc qui essaye d'estimer le poids de la mortalité, de la morbidité dans les différents pays du monde, de le comparer et d'en mettre en évidence les facteurs. Ce qui est un chiffre extrêmement important, c'est que 60% de la morbimortalité, 60% de la mortalité et 45% de la morbidité sont explicables par des facteurs de risque accessibles à la prévention. C'est énorme, hein. Et si on transforme ça en indicateur économique, on est à peu près sur les mêmes chiffres, hein, puisque la charge de mortalité et la charge économique de soins, on est sur des estimations très proches. Mais ça veut dire qu'à peu près la moitié des dépenses de santé, aujourd'hui, sont liées à des facteurs accessibles à la prévention. Donc c'est une marge de manœuvre aussi potentielle extrêmement forte dans le contexte actuel où vous connaissez les tensions qu'il y a en termes de financement de la santé. Et quand vous regardez les champions, donc c'est pas surprenant, vous voyez tabac, facteurs nutritionnels, hypertension artérielle qui est elle-même liée à des facteurs nutritionnels, etc. Donc si on regarde globalement, la nutrition, le tabac, l'alcool, à eux seuls représentent à peu près un tiers des décès et un tiers de la charge de mortalité des dépenses de santé en France et comme dans les autres pays industrialisés. Donc on n'est pas dans l'anecdotique, on est vraiment sur une marge de manœuvre extrêmement importante. Alors, qu'est-ce que le système de soins fait ou qu'est-ce qu'il peut faire? Donc il y a beaucoup ce qu'on appelle les pratiques cliniques préventives, c'est-à-dire la prévention dans le système de soins et par les acteurs du système de soins, que ce soit les établissements, les professionnels ambulatoires ou les professionnels qui exercent dans des structures de santé publique, type protection maternelle et infantile par exemple, ou santé au travail. Donc un certain nombre d'activités qui sont reconnues comme préventive, hein, voilà, j'ai listé l'information, l'éducation pour la santé, les bilans de santé, les dépistages, les vaccinations, la contraception, donc beaucoup d'activités qui sont des activités courantes des soignants. Donc le soin est un soin curatif, mais aussi un soin préventif. C'est à peu près un quart de l'activité des médecins généralistes, par exemple, donc c'est pas négligeable. Et ensuite, un certain nombre d'activités préventives qui sont... d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très difficile de chiffrer la prévention ou autre, parce qu'elles sont souvent pas considérées comme de la prévention, mais considérées comme du soin. C'est toute la prise en charge des facteurs de risque, voilà, dépistage, traitement médicamenteux de l'hypertension artérielle, par exemple, des épidémies, du diabète, du tabac, de l'alcool, etc., etc. C'est toute la prévention tertiaire chez le malade pour éviter des complications, des récidives, notamment voilà, autour de l'éducation thérapeutique, de l'accompagnement. Et certains... mettent aussi dans le champ de la prévention, c'est toute la lutte contre les soins inutiles, hein, c'est ce qui a été théorisé comme prévention quaternaire, et tous les événements indésirables liés aux soins. Madame la ministre s'est exprimée récemment sur la pertinence des soins et autres, c'est aussi un enjeu, donc on n'est pas dans le champ classique de la prévention primaire, mais c'est aussi un levier d'action particulièrement important et très intégré aux soins par nature. Donc beaucoup d'activités autour des pratiques cliniques préventives qui sont déjà réalisées dans les établissements, mais qui peuvent nécessiter d'être structurées, j'y reviendrai. Donc en termes de dépenses, parce que les dépenses finalement donnent une image des efforts qui sont consentis dans un domaine, donc globalement en termes de soins ambulatoires, on peut flécher 8% des dépenses de soins ambulatoires sont des dépenses de soins préventifs, 12% pour le médicament. À l'hôpital, c'est 0,5%, donc ça représente quand même 500 millions d'euros par an.
pour la France, mais j'ai mis à consolider parce que dans le calcul qu'a fait l'adresse dans son rapport de 2016 sur les comptes de la santé, c'était considéré comme une dépense liée à la prévention uniquement si l'acte préventif était le motif principal d'hospitalisation. Par exemple, un hôpital de jour pour l'hypertension artérielle ou autre. Ça ne prend pas en compte toute l'activité préventive qui est faite au cours d'un séjour pour un autre motif d'hospitalisation. Donc c'est sous-estimé pour l'hôpital. Mais même en étant sous-estimé, le chiffre paraît petit, mais représenté sur un budget hospitalier, c'est une somme qui n'est pas négligeable. La difficulté, c'est que cette activité existe, mais elle est très peu structurée, très peu soutenue et avec des résultats extrêmement mitigés, pour ne pas dire mauvais. Pour prendre un exemple, le tabagisme des femmes enceintes, vous connaissez la problématique, hein, c'est actuellement considéré comme une des problématiques essentielles en termes de causalité, hein, aussi bien pour la femme que pour son entourage, que pour l'enfant à naître. Donc là, on est vraiment dans une problématique extrêmement forte. En France, dernière enquête périnatale nationale, 17% de femmes enceintes qui fument. En 2010, c'était déjà 17%. On est un des rares pays où il n'y a aucune évolution. Et en Europe, si on nommait l'Écosse, qui est un classement à part, donc ils avaient anticipé peut-être des évolutions politiques qui n'ont pas eu lieu récemment. Donc si on nommait l'Écosse, c'est le pire taux en Europe, puisque certains pays européens ont moins de 5% de femmes enceintes qui fument. Là, j'ai pris l'exemple du tabagisme pour la grossesse. J'aurais pu prendre l'exemple de la vaccination antigrippale des patients admis à l'hôpital de plus de 65 ans, etc., etc. Donc, sur beaucoup d'indicateurs liés à la prévention dans le système de soins, les résultats sont pas très bons. Donc, pourtant, il est possible de faire mieux, parce que souvent on dit, oui, mais la prévention, on ne sait pas comment faire, et c'est quoi le modèle économique, ou c'est quoi les leviers. Il y a de très très nombreuses études, méta-analyses, recommandations nationales et internationales. Il y a des exemples étrangers, hein. Voilà, je vous ai cité des pays européens avec moins de 5% de femmes qui fument, de femmes enceintes qui fument, des pays avec des couvertures de vaccination antigrippale de 90%, etc., etc. Donc, il y a ou de contrôle de l'hypertension artérielle. Donc il y a de très nombreux exemples étrangers, en Europe notamment, qui montrent que c'est possible de faire. En France, il y a de très nombreuses initiatives de terrain faites par des établissements. Bon, Roger Salamon donnera des exemples d'expériences en Aquitaine, mais ou en dehors des établissements, par des acteurs de prévention, qui soient des professionnels de santé ou des professionnels de la prévention. Donc il y a de très nombreuses expériences qui montrent de très très bons résultats, mais qui restent des initiatives locales et sans qu'on se donne toujours les conditions de généraliser ces initiatives. Donc pour ça, pourquoi? C'est pas parce que, je reprends mon exemple du tabagisme de la femme enceinte, à peu près tout le monde est conscient du problème, et notamment les personnes qui prennent en charge cette population, mais il y a des freins extrêmement importants, qui soient organisationnels, qui soient structurels, qui soient financiers, et donc si on veut effectivement mettre en œuvre des actions et améliorer la situation, il faut agir, bien sûr, agir sur ces freins, et ce n'est pas uniquement en disant il faut éduquer la population et former les professionnels qu'on fera bouger les choses. Il faut avoir une action beaucoup plus structurelle, mais je n'en parle pas plus pour ne pas déflorer tout ce que va nous dire Linda tout à l'heure. Il ne faut pas que j'appuie trop vite parce qu'il y a un petit délai, hein. Donc, j'ai parlé des pratiques cliniques préventives, qui est le rôle un peu naturel et qui est très intégré dans l'activité des professionnels de santé, même si ça se doit d'être structuré, d'être soutenu. Et au-delà de ces pratiques cliniques préventives, de la prévention des maladies, il y a tout l'enjeu de la promotion de la santé. Où là, donc, la référence, hein, c'est la Charte d'Ottawa qui a été signée par la plupart des pays du monde, dont la France en 1986. On a fêté les 30 ans l'an dernier. Donc avec 5 stratégies, hein, c'est les stratégies classiques de la promotion de la santé. Donc si je pars du bas, parce que finalement c'est les plus naturels pour l'hôpital, hein, réorienter les services de santé, c'est-à-dire comment faire notamment que l'hôpital soit aussi un lieu organisé de prévention. Acquérir des aptitudes personnelles, donc c'est toutes les actions d'éducation à la santé, par exemple, ou d'éducation thérapeutique en milieu hospitalier. Renforcer l'action communautaire, ça c'est dans le jargon OMS, en France
traduit notamment par la démocratie sanitaire, qu'elle soit individuelle pour un patient, par exemple l'accès au dossier, ou collective. Créer des milieux favorables, ça c'est aussi important, c'est que l'hôpital c'est un lieu de soins, mais c'est aussi un lieu de vie et de travail, et notamment il y a tout l'enjeu de la santé des professionnels de santé. Et établir une politique publique saine, c'est comment faire pour que des secteurs qui ne sont pas des secteurs de santé contribuent à une bonne santé. Donc c'est dans le transport, dans l'urbanisme, etc. Et l'hôpital a aussi son rôle à jouer. On en parle beaucoup par exemple dans l'environnement. Quel est le rôle et l'impact de l'hôpital dans l'environnement? On peut en parler aussi dans les transports et comment s'organise. L'hôpital est souvent le premier employeur d'une ville ou d'une région, enfin en tout cas d'une zone géographique. Donc il y a des enjeux aussi en termes d'aménagement urbain, de transport ou autre. Tout ça pour dire que la promotion, souvent on faisait la dichotomie finalement entre le soin d'un côté et la promotion de la santé qui ne concerne pas le milieu de soins. Non, elles sont complètement intégrées et il y a des vrais enjeux de promotion de santé dans les établissements. Donc c'est vrai que j'ai mis dans la diapo l'hôpital est-il concerné, mais la façon dont je le dis, c'est oui, l'hôpital est très clairement concerné, en tout cas pour moi, enfin pas que pour moi, puisqu'il y a un certain nombre d'initiatives anciennes, notamment il y a un réseau international décliné en réseau français des hôpitaux promoteurs de santé, le CHU de Bordeaux notamment fait partie de ce réseau. Et là, j'ai remis une citation un petit peu de la définition parce que ça explique bien finalement et ça résume bien ce que ça veut dire être un hôpital promoteur de santé. Donc, je vais me permettre de le lire. Le but d'une structure de santé promotrice de santé est d'améliorer la qualité des soins, les conditions de vie et de travail au sein de l'établissement, ainsi que la participation des professionnels et des usagers aux décisions qui concernent leur santé. Donc, vous voyez qu'on retrouve les différents axes. C'est qu'il y a l'aspect soins, bien sûr, et soins préventifs, mais il y a aussi l'aspect conditions de vie et de travail. Et il y a l'aspect participatif, démocratie sanitaire, qui est aussi important et qui fait partie du processus de promotion de la santé. Une structure de santé promotrice de santé étant également ses responsabilités au-delà des frontières étroites des épisodes cliniques et aigus et coopère avec la communauté pour promouvoir une approche globale de la santé à travers des politiques, etc. Ce qui est important aussi dans cette notion de promotion de la santé, c'est que l'hôpital n'est pas seul, il est dans un territoire et qu'il a aussi une action pour la population de ce territoire, qui soit une population hospitalisée ou pas. Et deuxièmement, la promotion de la santé, c'est aussi que sur le territoire, il y a des professionnels qui sont des professionnels du soin, des professionnels de santé qui ne sont pas du soin, d'autres professionnels d'autres secteurs, et que la promotion de la santé, qu'être un hôpital promoteur de santé, c'est aussi avoir des relations et organiser ces relations avec l'ensemble de ces professionnels. Donc là, bon, vous voyez, c'est une déclinaison encore là, du cahier des charges un petit peu du réseau. Travailler dans une logique axée sur la qualité de vie des usagers, mettre en œuvre des actions d'éducation, travailler en partenariat avec les autres acteurs, faire de la structure de santé un lieu où les conditions de vie ou de travail exercent une influence favorable sur la santé de chacun. C'est extrêmement important puisque le personnel soignant représente une part importante des salariés en France, et donc leur qualité de vie et leur qualité de vie au travail est un enjeu important, et pour eux, pour leur famille, mais aussi pour les patients. Il y a des interactions très fortes, bien sûr, entre la qualité de vie au travail du personnel de santé et aussi la qualité des soins. Donc on est vraiment dans un système intégré global, et c'est un enjeu fort de la promotion de la santé. Alors tout ça, j'ai repris là des références canadiennes. Oui, c'est plus lisible chez vous que sur mon petit écran. C'est la notion de responsabilité populationnelle ou responsabilité populationnelle partagée. Donc sans vous redonner la définition, les points clés là-dessus, parce que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. La Fondation hospitalière d'ailleurs a fait une communication récente à ce sujet. C'est d'une part qu'on s'intéresse à une population plus qu'à des individus, c'est-à-dire que dans le soin et la façon dont est structuré le soin et son financement, que ce soit d'ailleurs en ville comme à l'hôpital, on prend en charge un épisode, à un moment, il y a un motif de consultation, et après un deuxième, un troisième, un quatrième. Comment on peut avoir une vision plus globale? Je vous parlais par exemple de la vaccination, par exemple en milieu hospitalier. C'est de se dire effectivement qu'un patient qui répond aux critères de la vaccination, antigrippale, par exemple, plus de 65 ans ou atteint d'une affection de longue durée, qui est admis, mais que ce soit pour une prothèse de hanche, pour un infarctus du myocarde ou pour un cancer du poumon, est-ce qu'on se pose systématiquement la question de sa vaccination antigrippale? C'est ça, avoir une approche populationnelle. C'est pas parce que la population est aussi à l'hôpital, c'est à peu près un Français sur 5 qui passe ou qui est admis à l'hôpital une fois dans l'année. C'est un échantillon important de la population et la plus vulnérable. Donc la responsabilité populationnelle, c'est aussi et d'abord s'intéresser
et avoir une vision globale des patients qui sont soit hospitalisés, soit admis aux urgences, soit en consultation, et avoir une vision au-delà du motif immédiat de consultation ou d'hospitalisation. La responsabilité populationnelle, si je résume la définition, c'est les 3 petites flèches que j'ai mis, c'est aussi le continuum de la prise en charge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté l'hôpital, la ville et la santé publique, qu'elle soit institutionnelle, santé scolaire par exemple, ou associative. C'est comment arriver à organiser tout ça, parce que ça doit s'organiser. Exemple, le tabagisme des femmes enceintes dont je parlais tout à l'heure. C'est extrêmement fort en France, donc il y a toute une organisation à faire pendant la grossesse, mais très clairement pour les femmes qui arrêtent, 1 sur 2 reprend quasiment le lendemain de l'accouchement. Et donc comment faire pour s'organiser, que la prise en charge qui s'est faite en maternité ou par une sage-femme libérale par exemple pendant la grossesse, comment faire qu'elle soit relayée par d'autres acteurs après l'accouchement. Donc il y a vraiment toute une organisation à faire. Tout un continuum, et ça fait partie de la responsabilité populationnelle, c'est pour ça qu'on parle de responsabilité partagée entre l'ensemble des acteurs du système de santé. Et cette responsabilité, elle se base, et c'est extrêmement important, et je pense que je ferai plaisir à Roger Salamon en le disant, elle se base sur des données. On a besoin, si on veut exercer une responsabilité sur une population, connaître cette population. Quels sont ses besoins de santé, quels sont les enjeux, quelles sont les ressources déjà à disposition de cette population, quelles sont celles qu'il faudrait ajouter. Donc on a besoin d'avoir des données assez précises sur l'état de santé de la population pour définir des priorités, pour mettre en œuvre des actions, les suivre, les évaluer. Et donc ça fait partie aussi de cette responsabilité populationnelle partagée que d'avoir un système d'information partagé. Mais j'essaye de me taire parce que ça va être des enjeux abordés par Linda qui me fait les gros yeux. Donc, mais c'est un enjeu extrêmement important et ça en fait partie. Et ça peut être aussi une mission de l'hôpital parce que l'hôpital a l'expertise technique, peut avoir les moyens aussi logistiques d'organiser ou de co-organiser, en tout cas de travailler à cet aspect-là. Mais c'est compliqué, hein, parce que je suis obligé de me couper, parce que comme sur la partie système d'information du rapport du Haut Conseil, j'ai coécrit, donc il faut que j'essaye de me censurer pour pas... Donc concrètement, ça veut dire quoi si on met tout ça bout à bout et sur des actions concrètes qui peuvent être mises en place ou organisées dès aujourd'hui, j'allais dire, enfin, quand ce n'est pas déjà fait. C'est d'une part systématiser la prévention au bénéfice des patients hospitalisés, admis aux urgences, consultants et de leur entourage. Donc la prévention existe, le mot-clé important c'est systématiser. C'est une démarche, il faut... Voilà, je parlais de la vaccination antigrippale, j'aurais pu parler d'autres vaccinations. J'ai parlé du tabagisme, j'aurais pu parler aussi de l'alcool ou d'autres consommations de substances psychoactives. J'aurais pu parler des dépistages des cancers. J'aurais pu parler du dépistage et de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Enfin, voilà, comment avoir une démarche systématique. Tous ces actes de prévention, le médecin généraliste est placé au centre, hein, c'est ce qu'on dit assez régulièrement, et c'est lui, et le médecin traitant, qui coordonne cette activité, mais l'hôpital peut être aussi un lieu de rattrapage, de resensibilisation, et c'est extrêmement efficace. Voilà, je lisais cet après-midi un article sur des patients vulnérables sur la vaccination. Un hôpital qui a mis en place une intervention un peu systématique, c'était en Italie, pour favoriser justement la vaccination chez ces patients vulnérables. Je crois que c'était des splénectomisés de mémoire. Avant intervention, 4% de patients vaccinés. Après l'intervention, 60% de patients vaccinés. Donc effectivement, c'est un lieu de rattrapage, puisque en plus c'est une population qui est sensibilisée. Quand on est admis à l'hôpital, on a conscience qu'on peut avoir quelques problèmes de santé. Et donc c'est un bon moment, ça fait partie des moments clés aussi pour pouvoir être un relais de prévention. Organiser des filières de prise en charge graduée pour les cas complexes de prévention, ça c'est aussi important, ça se fait pour les maladies chroniques hein, avec organisation de filières, des prises en charge de recours, et ça peut être aussi le rôle de l'hôpital, et notamment d'un hôpital universitaire avec une expertise particulière. Aussi de réfléchir au-delà de la prévention courante, hein, qu'allait dire l'activité quotidienne du médecin traitant, il peut y avoir des cas qui nécessitent une prise en charge de recours pluridisciplinaire, qui nécessitent un plateau technique. Voilà, je prends l'exemple d'une obésité morbide d'un adolescent d'un milieu défavorisé, comment on prend en charge, discussion éventuellement d'une chirurgie bariatrique, prise en charge psychologique, diététicienne, actif physicien, etc. Donc, comme on a organisé ou comme on est en train d'organiser des prises en charge graduées
pour des pathologies, des maladies chroniques. Il faut réfléchir à ça aussi pour la prévention, je pense. Développer des actions hors les murs avec les acteurs du territoire pour les publics vulnérables et éloignés du système de soins. Là aussi, ça peut être particulièrement important. Pour prendre des exemples très concrets, je pense à un hôpital d'Île-de-France qui a mis en place une sorte de bus pour faire du dépistage, notamment tuberculose et VIH, dans des foyers de migrants ou des foyers des squats, enfin des lieux où ils se retrouvent, et là où il n'y a rien d'autre. Et il y a besoin aussi d'une expertise, d'un plateau technique, mais qui se déplace. Et donc, comme ça, il peut y avoir des modes d'intervention particulièrement importants. Je l'ai dit tout à l'heure, disposer d'une stratégie de prévention individuelle, mais aussi collective, environnementale, à destination du personnel soignant. C'est un des enjeux importants des hôpitaux promoteurs de santé. Et d'ailleurs, si vous avez lu, c'est un des axes de la stratégie nationale de santé, c'est la santé du personnel soignant, que ce soit d'ailleurs à l'hôpital comme en dehors. Et l'hôpital peut avoir ou doit avoir aussi un rôle de soutien des acteurs du soin, que ce soit par exemple dans le cadre d'un GHT, de plusieurs établissements entre eux, des acteurs de soins de ville, des acteurs de prévention, que ce soit pour le développement, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes. Parce que c'est vrai qu'à l'hôpital, il y a une expertise, il y a des plateaux techniques, il y a de la logistique qui peut permettre aussi d'être une ressource pour son environnement. Et ça fait partie aussi de la mission de prévention. Pas agir directement, mais soutenir ceux qui agissent à travers la mise à disposition de ces ressources extrêmement importantes en termes de système d'information, d'expertise en termes d'évaluation, etc. Alors tout ça, il y a un certain nombre de principes d'action, donc je reste sur des principes très larges, pareil, pour laisser Linda parler des leviers tels qu'ils sont imaginés aujourd'hui par le Haut Conseil. Et les mots-clés, c'est d'abord partenarial. La prévention, ça ne se fait pas à un moment donné. C'est un processus de prévention entre la prise de conscience du fait qu'on est exposé à tel ou tel facteur, l'envie de rentrer, par exemple, dans une démarche de sevrage tabagique, l'entrée dans la démarche, la pérennisation dans le temps. L'hôpital est un segment dans ce parcours de vie. Et comment arriver à organiser tout ça en partenariat. C'est vraiment important. C'est un enjeu important, et peut-être que Roger en parlera tout à l'heure, donc j'essaye de pas trop, l'aborder. C'est à la fois bien et pas bien de faire les introductions, de réussir à donner des choses claires et précises, mais sans forcément empiéter sur ce qui va être dit après. C'est la subsidiarité, c'est-à-dire comment l'hôpital doit intervenir, mais dans les lieux, dans les secteurs, dans les modes d'intervention où il est légitime. Il n'est pas là pour faire à la place d'eux. Il n'est pas là pour agir à la place des associations de prévention, des réseaux, par exemple, des associations de prévention. Il n'est pas là pour réagir à la place des structures de prévention. Il n'est pas là pour agir à la place des professionnels de santé de ville. C'est dans quel champ, dans quel domaine, avec quel mode d'intervention il a une légitimité propre, de par son expertise propre, de par ses moyens techniques, quelle est sa plus-value. Et ça, c'est une réflexion à avoir quand on met en place un programme ou un ensemble de programmes ou une politique à l'échelle territoriale. Et ensuite, un principe qui est extrêmement important, enfin qui n'est pas spécifique à la prévention, mais bien sûr, c'est la prise en compte des preuves, qu'elles soient scientifiques et issues de l'expérience. C'est qu'on ne peut plus faire, je dis on ne peut plus faire, ou on ne devrait plus faire de la prévention sur un coin de table. La prévention comme le soin, c'est des données probantes, c'est basé sur des essais, basé sur des expériences, basé sur des études médico-économiques. Et il y a beaucoup de données là-dessus, et malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup d'actions de prévention, promotion de la santé ne sont pas inefficaces, sont inefficientes, voire dangereuses, faute de se baser sur des données probantes. Et c'est vrai que c'est un peu une spécificité, parce que dans le domaine du soin, que ce soit le médicament, le dispositif, il y a des mécanismes extrêmement réglementés d'autorisation de mise sur le marché, par exemple. Dans la prévention, on n'a aujourd'hui pas tellement ça, et parfois ça pose problème. Et là, c'est une pierre dans le jardin des acteurs de prévention. Ils sont d'autant plus crédibles, et on pourra intégrer ça d'autant plus dans le milieu du soin, qu'il y aura cet effort d'être un peu systématique. Ça veut dire plus que 5 minutes ou j'ai dépassé de 5 minutes? D'accord, donc je vais vite. Alors comment avancer? Vous voyez, là je fais bien l'interface. C'est que d'une part, c'est capitaliser sur l'existant. Il y a un existant, même s'il est perfectible. Et notamment, Roger Salamon nous parlera des actions hors les murs en Nouvelle-Aquitaine. Et il y a un certain nombre de mesures structurelles à mettre en place. Et là, c'est l'enjeu très net du rapport du Haut Conseil de santé publique. Donc pour conclure, j'ai
J'espère que je vous ai montré que la prévention, c'est un enjeu majeur pour l'hôpital. Beaucoup est fait, mais il reste beaucoup à faire pour structurer, renforcer cette activité. C'est un enjeu aussi pour la pérennité du système de santé, que 50% des dépenses de santé sont des dépenses évitables par la prévention, c'est pas négligeable. Et que finalement, c'est souvent vu en concurrence. Ça, c'est à cause de Benoît, c'est parce que l'ARS met souvent en concurrence dans les financements les acteurs de soins et les acteurs de prévention. Mais en réalité, ça ne doit pas être vu comme ça, c'est par la prévention qu'on arrivera à dégager des marges budgétaires permettant de financer le soin et du soin utile. C'est comme pour la pertinence des soins, c'est en luttant contre les soins inutiles qu'on arrive à dégager des marges budgétaires pour les soins utiles. Donc ça ne doit pas du tout être vu en concurrence, mais au contraire en complémentarité. Et je me permets de conclure par la première phrase du serment d'Hippocrate, enfin la version originale, parce que la version actuelle a été un peu changée. C'est peut-être une question de laïcité. Je juge par Apollon médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée. Donc vous savez que les deux des filles d'Asclépios et deux de la médecine, c'était Hygie et Panacée qui représentaient la prévention et le soin curatif. Et les médecins de l'Antiquité montraient bien que leur exercice, c'était l'équilibre des deux. Et c'est vrai que depuis les années 50, et avec toutes les victoires extrêmement importantes de la médecine, de Panacée, on a un peu oublié Hygie. Donc là, l'idée, c'est comment arriver à réconcilier les deux, donc pas les opposer, c'est vraiment un ensemble, et c'est extrêmement important d'arriver à construire un système de soins qui tienne compte d'Hygie et de Panacée. Je vous remercie.